Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'en profite tout d'abord pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2023, même si déjà bien entamée depuis les 17 derniers jours, mais on a encore le droit de se le souhaiter. Alors, bonne année en espérant que la santé soit à vos trousses, si pas déjà à votre porte, et puis en espérant que le temps des fêtes, la période hivernale, s'est bien passé de votre côté. Alors, tout d'abord, encore une fois, merci d'être des nôtres pour ce midi fort enrichissant dans le cadre du mois de mentorat. Alors, on célèbre la pratique mentorale, que ce soit ici au Québec, chez Mentorat Québec, avec l'accélérateur mentoral, mais aussi un peu partout en Amérique du Nord et même en Europe. Alors, c'est vraiment le mois à travers lequel on encourage les gens à prendre connaissance de la pratique mentorale, à s'informer, mais surtout à échanger en termes d'us et coutumes, bonnes pratiques, et puis surtout cette volonté de s'impliquer et d'investir du temps dans autrui. Alors aujourd'hui, on va faire un webinaire quand même assez spécial puisqu'il va s'agir d'une certaine rétrospective. On va faire un suivi du webinaire qui avait été présenté le 27 janvier 2022. Alors pour celles et ceux qui étaient déjà de l'aventure lors de nos explorations, alors toujours concordé de manière en tandem avec ma co-animatrice experte en mentorat, Jennifer Petrella, ainsi que moi-même, Joël Nawège, formateur en inclusion et diversité et artiste multidisciplinaire. Merci de te prêter toujours au jeu, Jennifer. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager le micro avec toi. Alors aujourd'hui, on va vraiment faire suite à ce qu'on avait pu aborder l'année passée en ce qui concerne les microagressions. Comment est-ce que le mentorat peut jouer un rôle, ne serait-ce que de donner certaines notions en termes de savoir-être, savoir-dire, savoir-faire, comment naviguer lorsqu'on fait face à des situations de microagression. Alors, juste vous laisser savoir que la conférence est enregistrée, le webinaire est enregistré. Alors, mettez-vous sur votre 31 ou, comme on pourrait le dire au Québec, sur votre 36. Alors, la captation sera aussi disponible sur l'espace membre de l'accélérateur mentoral sur la page de Mentorat Québec. Alors, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à devenir membre. Alors, ruez-vous, garochez-vous, comme on le dit en bon espagnol aussi, pour devenir membre et puis profiter d'une panoplie d'informations ainsi que du contenu en lien avec la célébration du mois du mentorat. Et puis surtout, ça vous donnera la chance aussi d'accéder à une panoplie de contenu en lien avec la pratique mentorale aussi. Alors, on vous invite aussi à garder à l'agenda le fait que le 25 janvier se tiendra le forum du mois de mentorat en présentiel. Vous nous avez manqué depuis les 2 dernières années, alors de pouvoir, disons, communier en quelque sorte dans cette volonté de faire avancer la pratique mentorale. Alors aujourd'hui, déroulement fort simple, comme dans la nomenclature de nos explorations à Jennifer et moi-même. Alors, on va commencer par une présentation de nos panélistes, bien sûr. Une période d'entretien suivra en mode entrevue, questions-réponses. Et puis, ce sera une période de questions. On va vous inviter à utiliser la fonction chat. Alors, dès l'entrée de jeu du webinaire, ou sinon, vous pouvez garder, un peu comme les Smarties rouges, garder vos questions pour la fin. Et puis, lorsqu'on va pouvoir ouvrir la session de chat, vous pourrez utiliser cette fonction à cet effet. Alors, la thématique, comme mentionné, c'est une rétrospective, voir comment est-ce qu'un an plus tard, la pratique mentorale qu'on avait pu aborder avec 2 de nos panélistes qui reviennent de plus belle se joindre à l'aventure. Et puis, on a 2 nouvelles personnes aussi qui vont pouvoir mettre leur grain de sel dans toute cette mouture-là, en quelque sorte aussi. Alors, à savoir comment est-ce qu'un an plus tard, les apports, les challenges en lien avec le mentorat dans un but de pouvoir enrayer, en quelque sorte, les microagressions qu'ils peuvent subir dans l'entreprise, mais aussi en société. Alors, mais avant toute chose, dressons la table en quelque sorte avec une définition de ce qu'a trait les microagressions. Alors, pour ce faire, nul autre que l'experte en mentorat, Jennifer Petrella. Alors, Jennifer, si tu pouvais avoir la bonhomie de nous illustrer pour réitérer pour celles et ceux qui n'auraient pas été de l'aventure l'année passée et pour qui ça pourrait être des notions quand même assez nouvelles, même si on en entend beaucoup parler par les bruits qui courent et par les temps qui courent surtout. Alors, en quoi consiste une microagression ou l'acte de microagression? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Joël, et merci à nos panélistes, merci à tout le monde pour ce beau mois de mentorat sous le soleil. Qu'est-ce que c'est qu'une microagression? Donc, une microagression, c'est un petit peu le nouveau visage du racisme, des préjugés, de la discrimination aujourd'hui. Il s'agit d'affronts, il s'agit d'indignation, de rabaissement, d'insultes que les membres de groupes marginalisés peuvent expérimenter dans leurs interactions, soit avec des individus, soit avec des systèmes, mais dont la nature, dont les personnes qui font ces microagressions-là, qui font ces remarques, etc., ignorent souvent
que la portée de leurs propos est offensante ou dégradante. Donc, je vous donne un exemple. Je suis la seule femme dans une réunion de 10 hommes et personne ne me regarde, personne ne m'interpelle. J'ai l'impression de ne pas exister. C'est pas que le monde veut pas que je sois là, mais il ne me prête pas d'importance. Et moi, j'ai l'impression de ne pas exister, de ne pas avoir une voix, de ne pas avoir une contribution à faire. Okay? Donc, ce genre de choses, il n'y a personne qui m'a dit que je n'avais pas mon droit d'être là, mais il n'y a personne qui a fait un geste à mon égard. C'est juste un manque de regard. Ça peut être le contraire, ça peut être un regard méfiant. Donc, je suis un jeune, puis je me promène dans le supermarché, puis la sécurité me suit. Il ne suit pas les autres, il suit juste moi parce que je suis jeune. Alors, du coup, ça devient microagression. On me communique un message de non-confiance de fait d'un aspect de mon identité. Troisième exemple, un exemple pour de vrai cette fois-ci. Je conduisais mon auto, mon passager était un homme, il voulait me faire un complément. Il m'a dit, j'ai effectué une manœuvre quelconque, il m'a dit, tiens, tu conduis comme un homme. Il voulait me faire un complément, mais du coup, le groupe auquel j'appartiens, un des groupes auxquels j'appartiens, le groupe de femmes, ben, on n'est pas bon, on n'est pas bon chauffeur. Donc, il y a un petit peu un côté sournois aux microagressions, dans le sens où il y a une communication à deux niveaux qui peuvent se passer. Un niveau explicite et puis un niveau implicite. Ça fait en sorte que les microagressions nous laissent parfois un petit peu démunis. Une instance de racisme flagrant ou de sexisme flagrant, bien, on peut mettre le doigt dessus, on peut dire ça, c'est inacceptable. Tout le monde va être d'accord avec nous. Mais une microagression, quelqu'un me dit, vous conduisez comme un homme, je peux le raconter à une autre personne, puis la personne a dit, ben là, il voulait être gentil avec toi, ne sois pas trop sensible, ce genre de choses. C'est ce qui rend les microagressions non pas micro dans leur portée, parce que ça blesse, ça déstabilise, mais micro dans le sens où ils sont parfois difficiles à identifier et à dénoncer. Voilà. Exact. Puis un élément important que tu mentionnes, Jennifer, c'est le fait que ce n'est pas uniquement l'action, il y a aussi l'inaction. Le fait de ne pas être considéré, l'inaction aussi parle d'elle-même en quelque sorte. Alors l'inaction, autant que l'action, pourrait être quelque chose de microagressant. Effectivement, tout ce qui vient me positionner comme étrange, moins bonne, moins digne de confiance, moins inclus, quelque chose comme ça, qui me véhicule un message comme quoi ne suis pas à ma place, devient une microagression. Alors, le nouveau visage de la discrimination, le nouveau visage du racisme ou du profilage même prend, disons, des lignes quand même assez minces entre, disons, le faux pas et puis l'intention réelle de porter atteinte ou d'avoir une conduite vexatoire envers quelqu'un. Mm. Alors, pour pouvoir en discuter, merci beaucoup pour cette mise en bouche, Jennifer. Alors, pour en discuter un peu plus longuement, je vais procéder à la présentation de nos panélistes, puisque je sais que vous attendiez tout ça, savoir qui est autour de la table aujourd'hui pour ce webinaire du mois du mentorat. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui M. Valère Fotso-Kwame, qui est un étudiant en sciences informatiques à l'Université Concordia, mentor et mentoré passionné, impliqué auprès des jeunes du quartier Côte-des-Neiges. Un petit clin d'œil à Côte-des-Neiges, quartier dans lequel j'ai grandi. Alors, depuis 2009, il est mentoré par M. Schneider-Augustin, que je vous invite à prendre votre place pour le forum du mois du mentorat le 25 janvier, puisque vous allez pouvoir entendre justement M. Schneider-Augustin, qui est considéré un OG, un leader en inclusion dans le quartier Côte-des-Neiges, vous parler du volet un peu plus du mentorat qui est fait de manière un peu plus informelle ou de manière un peu plus communautaire en tant que tel. Alors, M. Valère est toujours encore aujourd'hui mentoré par M. Schneider-Augustin, et qui lui a fait découvrir un mindset de curiosité et d'habilité qui l'a aidé à s'insérer dès son arrivée au Canada et qui l'inspire encore aujourd'hui vers la réussite. Alors, depuis son adolescence, Valère agit comme leader autant auprès des jeunes qu'il croise de manière sporadique dans le quartier qu'auprès de ceux et celles qui fréquentent les camps de jour lors de la période estivale dans le quartier. Il voit le mentorat comme un ripple effect. Alors, quelque chose qui lui a donné, et nous le citons, quelque chose qui lui a donné envie de savoir dans le but de pouvoir. Alors, je trouve quelque chose d'assez qui résonne quand même assez fort. Alors, merci Valère d'être avec nous par ce beau midi.
Alors, nous avons aussi avec nous Madame Mano Malou de Plus Belle qui a été de l'aventure l'année dernière pour nous parler justement comment est-ce que le mentorat a pu aider à pallier ou à mettre en lumière certaines situations de microagression. Alors, Manon Malou est la directrice principale du crédit commercial à la Banque TD, titulaire d'un diplôme d'ingénieur commercial et de gestion de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique. Elle est détentrice du titre CFA. Madame Malou est passionnée de l'avancement des femmes entrepreneurs en plus d'être accréditée banquière femme entrepreneur au sein de la TD. Elle est mentor auprès des femmes entrepreneurs immigrantes noires d'Afrique et collabore avec différents organismes qui soutiennent les causes des femmes et des personnes vivant en situation de handicap. Madame Mano a aussi remporté 2 prix lors du gala de l'Association des femmes en finance du Québec de 2021. Alors, merci d'être encore des nôtres, Madame Malou, très appréciée. Et nous avons aussi Madame Mona Lisa Prosper qui revient aussi dans notre seconde mouture de ce volet sur les microagressions, qui est directrice du programme BESP, un programme de Futurpreneurs Canada dédié aux entrepreneurs noirs. Avocate de formation et détentrice de MBA des HEC Montréal, elle cumule de l'expérience tant en entrepreneuriat, en ressources humaines, ainsi qu'en développement économique. Elle est très impliquée dans sa communauté et elle a été pendant 2 ans la présidente de la Chambre de commerce des femmes du Québec et siège sur plusieurs conseils d'administration. Alors, c'est une fière ambassadrice de l'importance de la gouvernance inclusive. Elle est aussi impliquée avec différentes organisations qui mettent de l'avant la diversité, l'équité et l'inclusion. Alors, Madame Prosper, encore une fois, merci d'être des nôtres pour cette nouvelle mouture. Et finalement, nous avons la chance de recevoir aussi avec nous Madame Véronique Semestan, qui est notaire et médiatrice en conciliation familiale. En 2010, elle a fait partie du programme d'accompagnement justement de Futurpreneurs Canada et par ce fait, elle a été jumelée 2 ans avec un mentor avec qui les échanges lui ont permis de mettre de l'avant et de mettre sur pied l'entreprise qu'elle gère encore aujourd'hui. Madame Semestan ne cesse de cumuler ses expériences mentorales et il y a quelques mois, elle est devenue mentor à son tour. Alors vraiment dans cette idée aussi de mettre en lumière que le mentorat est une pratique vivante, alors qui reçoit finit par donner aussi. Alors, faire des Chantal Lacroix de nous-mêmes en quelque sorte et de passer au suivant. Alors, super. Et pour débuter, disons, notre partie entrevue avec nos panélistes, Jennifer, je te renvoie le micro. Merci beaucoup, Joël. Alors, nous aimerions commencer par le passé. Donc, Mona Lisa et Manu, vous étiez dans les mêmes chaises il y a une année où on discutait de votre activité mentorale à l'époque. On aimerait peut-être voir comment vos initiatives respectives ont évolué au courant des 12 derniers mois. Donc, commençons avec le programme BESP de Futurpreneurs. Mona Lisa, le programme a maintenant complété une année complète. En quelle mesure il a sollicité l'intérêt, l'engouement? Et puis, quelles bonnes pratiques avez-vous mises en place que vous souhaitez conserver? Quelles pratiques aimez-vous mieux laisser dans le passé? Oui, et puis en fait, juste rapidement, BESP, c'est un sigle qu'on utilise à l'interne pour Black Entrepreneur Startup Program, puis en français, c'est Programme de démarrage pour entrepreneurs noirs. Donc, je dis rapidement pour ceux qui nous écoutent. Donc oui, en fait, le programme a été lancé en mars 2021. Et ce qu'il faut comprendre, la petite histoire ou longue histoire, si on veut, longue histoire courte, Futurpreneur existe depuis plus de 25 ans et a toujours offert du financement et du mentorat, c'est toujours les deux ensemble, aux jeunes entrepreneurs à travers le Canada âgés entre 18 et 39 ans. Et depuis 2021, ils ont démarré un programme spécifique aux entrepreneurs issus des communautés noires. On a aussi depuis 2019 un programme spécifique pour les entrepreneurs issus des communautés autochtones. Donc, ça va faire bientôt 2 ans maintenant que le programme est lancé, en fait. On a très hâte de célébrer nos 2 ans et l'engouement qu'on sentait au départ demeure. Tu sais, des fois, on a peut-être un peu peur, ça part en fusée, on a peur que ça stagne, mais en fait, pas du tout. Jusqu'ici, on a accompagné plus de 250 entrepreneurs noirs à travers le Canada. Et donc, ça veut dire qu'on a aussi effectué 250 maillages avec des mentors de tous horizons, des mentors diversifiés avec des expertises diversifiées aussi à travers le Canada. Donc, voilà, le programme continue de bien aller et on espère que ça va… En fait, on est très confiant que ça va continuer dans la même direction dans les mois à suivre. Une des aspects de ce programme qui m'a beaucoup impressionné, Mona Lisa, c'est la mesure dans laquelle vous passez vos mentors par un screening assez rigoureux. Est-ce que vous pouvez prendre un instant pour nous expliquer comment ça fonctionne?
Oui, en fait, on a une base de mentors bénévoles d'environ 1200, on a à peu près 1200 mentors, mais on est toujours en phase de recrutement, en fait. Donc, on a vraiment notre équipe en anglais, Business Development Managers ou en français, les gestionnaires de communauté entrepreneuriale. Leur rôle, oui, c'est à la fois d'attirer des entrepreneurs à notre programme, mais c'est aussi d'attirer des mentors parce que, voilà, jamais de prêt sans mentor, jamais de mentor sans prêt. Et le processus, en fait, pour qu'un mentor se qualifie, c'est certain qu'on a des critères d'entrée. Soit les mentors peuvent être soit entrepreneurs eux-mêmes ou des professionnels à l'emploi depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est sûr qu'on demande à peu près 5 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur ou 15 ans d'expérience sur le marché du travail. Donc, déjà, il y a ces critères-là. Ensuite, c'est un peu d'expliquer, on regarde, entre guillemets, le CV du ou de la mentor pour voir ce qu'il en est. Il y a aussi, effectivement, un screening qui est fait on a une équipe dédiée au mentorat chez Futurpreneur, donc un screening qui est fait au niveau des réseaux sociaux de ces mentors-là. Juste s'assurer aussi que de la même manière qu'on fonctionne pour engager un employé, c'est certain que nos mentors sont bénévoles et c'est autre chose, mais on veut s'assurer de l'alignement avec les valeurs. Déjà, à la base, pour nous, que ce soit tout l'esprit collaboratif, la diversité et l'inclusion, toutes ces notions-là sont très importantes pour nous. Donc, toute personne qui s'engage en tant qu'entrepreneur d'une manière ou d'une autre doit véhiculer ces mêmes valeurs. Donc, ça, c'est, j'ai envie de dire, une espèce de screening qui est fait. Et sinon, il y a un petit, je vais appeler ça une mini-formation. C'est un outil en ligne que l'on utilise pour expliquer en fait ce qu'est le mentorat pour futurpreneurs, parce qu'on sait que le mentorat, il y a une définition, on va dire, formelle du mentorat, mais il y a certains organismes qui vont l'utiliser d'une certaine manière plus qu'une autre. Pour nous, c'est très important qu'à la fois l'entrepreneur et le mentor comprennent que le mentorat chez Futurpreneur, ce n'est pas du coaching. Il ne faut pas s'attendre à ce que le mentor effectue des tâches ou autres pour l'entrepreneur. C'est vraiment en anglais, on dit un sounding board, une personne qui va nous aider à amener notre pensée ailleurs, qui va nous ouvrir son réseau, avec qui on va échanger pour s'élever, si on veut. Donc, il y a tout ce processus-là qui est fait pour qualifier un mentor. Et ensuite, on prédit qu'à peu près 3 mois après avoir passé ce processus-là, qui semble long, mais ça se fait très rapidement grâce à la technologie. Et ensuite, après, dans 90 jours, on contacte le mentor pour un premier maillage. Et le mentor est toujours libre de refuser. S'ils sentent que c'est pas que ça va pas être un bon fit, un bon match, ou peu importe. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est créer des relations que l'on veut durables, on demande un engagement de 2 ans, mais on le sait, hein, des relations mentorales, quand elles fonctionnent bien, après, on ne compte plus les années, c'est des relations qu'on forge sur le long terme. Donc, c'est important que le maillage et le fit fonctionnent dès le départ. Bien, votre investissement dans la sélection et la formation des mentors est impressionnant. Dans la littérature, c'est vraiment un des facteurs de succès d'un programme de mentorat. Donc, c'est tout à votre honneur. Est-ce que les mentors sont bénévoles? Oui, 100% bénévole. Ouais. C'est toujours impressionnant, cet esprit de donner au prochain. Malu, vous êtes aussi comme le visage de donner au prochain parce que, vous êtes impliqué dans des programmes de mentorat à plusieurs endroits. Donc, il y a l'Association des femmes en finance. Vous étiez vous-même, vous êtes vous-même mentor dans votre vie personnelle, c'est-à-dire pour des personnes qui vous contactent individuellement. Par ailleurs, votre implication a été reconnue puisque vous avez été nommé finaliste dans la catégorie Femmes d'exception engagées dans sa communauté lors du gala annuel du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Félicitations. Est-ce que le mentorat j'aimerais savoir, est-ce que le mentorat est toujours aussi important au sein de ces 2 réseaux et d'autres réseaux dont vous faites partie aujourd'hui qu'il y a 1 an, qu'avant la pandémie? Et puis, est-ce que les bouleversements qu'on a vécus au courant des dernières années ont changé la nature des conseils mentoraux, des relations mentorales que vous témoignez? La question, je ne sais pas si le son est bon parce que moi, la connexion est un peu difficile de mon côté. Vous m'entendez bien? Oui. Absolument. Bon, parfait. Okay. Donc, oui, donc depuis janvier l'année passée, j'ai quand même été aussi impliquée dans plusieurs ateliers. Moi, ma spécialité, c'est la finance. Donc, quand je fais du mentorat, c'est surtout sur le financement.
Donc, j'ai fait plusieurs ateliers dans des organismes pour les financements pour les Noirs entrepreneurs. Et ce que je peux dire, peut-être pas en termes d'évolution, mais les gens sont plus conscients. Les Noirs entrepreneurs sont plus conscients qu'ils peuvent aller chercher du financement. Donc, le mentorat vient leur donner cette audace d'aller le chercher, puis d'aller chercher, de demander plus. Puis, donc, ça, je l'ai vu dans mes ateliers. Mais moi aussi, quand même, ça fait un cheminement en moi parce qu'avant, je ne me rendais pas compte qu'il y avait toutes ces micro-agressions. Puis le fait d'avoir fait le webinaire, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des micro-agressions envers moi. Parce que avant, j'étais comme, tu sais, quand tu veux pas remarquer quelque chose, le chimpanzé qui se lance des badges, vous le voyez pas là, mais quand tu veux le voir, là, tu le vois. Puis j'étais plus consciente des micro-agressions. Puis ça m'a aussi quand même rendue plus forte aussi dans mon mentorat parce que j'ai comme pu le percevoir envers moi, puis voir comment mon attitude faisait la différence. Donc, dans mes mentorats, c'est ce que je véhicule à mes mentorés. Oui, oui. C'est fascinant ce que vous venez de dire. On ne voit pas ce qu'on ne veut pas voir. Et puis parfois, l'être humain est ainsi fait qu'il ne voit pas des choses qui ne peut pas changer, simplement pour pouvoir gérer le stress. Hein? Parce que si on est trop envahi par des difficultés, ben là, on peut paralyser. Alors que, justement, le mentorat vient renforcer la personne, vient lui véhiculer un message comme quoi elle n'est pas seule à confronter quelque chose. Et du coup, ça devient plus possible, davantage possible d'affronter cette chose-là. Je suis ravie d'apprendre que vous accompagnez maintenant toujours plus vos mentorés dans l'affrontement de ces microagressions-là. Donc, j'aimerais ça ouvrir maintenant, ouvrir le champ à nos deux nouveaux panélistes. Joël, je te laisse le champ. Oui, absolument. Alors, j'aimerais m'adresser à Mme Semextan ou Maître Semextan si on est pour utiliser le titre. Alors, à travers le programme Futurpreneur, vous aviez été un mentor, vous avez été désigné pour 2 ans, tel que mentionné par Mona Lisa, et puis vous vous lancez justement en affaires en 2010. Cette relation a duré les 2 ans en question, mais elle a exigé un certain engagement en termes de temps, puis même un engagement, disons, mental en tant que tel. 10 ans plus tard, Madame Semextan, comment est-ce que vous évalueriez les retombées de cet engagement-là? Est-ce que c'est quelque chose qui porte fruit? Est-ce que c'est quelque chose c'est une montagne incommensurable? Mais 10 ans plus tard, avec le recul, ayant eu ce suivi de 2 ans avec un mentor, ce serait quoi les retombées que ça vous a permis de récolter en quelque sorte? En fait, je peux dire d'abord que sans mentor, j'aurais fait les mêmes expériences peut-être, mais la barre aurait été plus haute ou les marches à traverser aussi. Parce que dans le fond, le mentor t'amène à questionner sur des sujets ou sur des approches que tu connais pas. Oui, j'ai un bac en droit, oui, j'ai fait un diplôme de droit notarial, mais ça t'apprend ce que c'est ton métier. Ça t'apprend pas à être entrepreneur, ça t'apprend pas à négocier, ça t'apprend pas à lire à voir est-ce que c'est une bonne deal que j'ai eue avec Vidéotron ou est-ce que quand je suis allée à la banque, j'ai bien présenté mon dossier. Ça t'apprend juste ta profession théoriquement. Donc, le mentor m'a permis, par exemple, de négocier ou réfléchir quand je devais changer d'imprimante. Est-ce que c'était la bonne machine pour moi? Quand je devais engager, mais que la personne me demandait plus, comment amener à un employé, ben écoute, en ce moment, j'ai pas les moyens de te payer le 25$ que tu te demandes, mais est-ce qu'on peut se donner un 6 mois? Est-ce qu'on peut construire une approche différente pour dire, ben, je veux t'avoir? Donc, c'est plein de choses que toujours, encore aujourd'hui, je réfléchis. Puis, la relation n'a pas duré que 2 ans. Je dirais qu'on s'est parlé jusqu'à ce que mon mentor décède d'un cancer. Il regardait mes chiffres avec moi 1 fois par année, des fois 2. Prévoir, quand je regardais mes chiffres, je disais, oh, ça descend, je comprends pas. J'ai pu voir avec lui d'avance quand, par exemple, en 2013, que le marché immobilier était en train de ralentir. Je l'ai vu 3 mois avant par rapport à la lecture de mes chiffres de mes états financiers avec mon mentor. Donc, j'ai pu prendre des démarches, j'ai pu réduire ma masse salariale, j'ai pu faire toutes sortes de démarches que toute seule, j'aurais jamais vu ça. J'aurais dit, oh, ça va pas, ça va remettre, et peut-être me mettre dans une situation plus périlleuse.
Alors, c'est un peu comme ce que Jennifer disait, où est-ce que l'apport d'un mentor, surtout, c'est de baisser nos œillères, nos angles, ou d'ouvrir nos angles morts, en quelque sorte. Il y a des choses qu'on ne perçoit pas. Là, on a une nouvelle paire de yeux qui a un regard neuf, ou même un regard objectif qui est extérieur à notre réalité, qui vient à poser un certain regard, puis nous amener aussi certains trucs, certaines astuces, comment être capable de négocier, comment être capable d'appréhender des conversations difficiles avec des employés. Puis justement, une des raisons pour lesquelles Futurpreneur insiste justement à travers le programme que vous aviez suivi sur le maillage mentor, financement mentor, c'est vraiment le potentiel que peut avoir le mentor en termes de fournir de l'aide pour affronter certains obstacles, que ce soit dans différentes sphères d'activité, puis surtout aussi des différents obstacles. Ça peut être des obstacles, on parle beaucoup par les temps qui courent de discrimination, de profilage, de racisme systémique et tout. Alors, le mentor peut nous amener ces yeux-là, ou à l'inverse, il peut être extérieur et ne pas vivre cette situation-là, mais amener un regard d'allié en quelque sorte. Et puis, si les obstacles peuvent prendre racine sur l'identité, la physicalité de la personne, de par son genre, de par son ethnicité, on peut risquer, disons, on peut rentrer dans une sphère de microagression. Et puis, ma question pour vous, c'est quel type d'obstacle ou de microagression? Vous nous aviez mentionné une situation qu'on s'était parlé préalablement à ce webinaire. Alors, quel obstacle ou microagression avez-vous rencontré durant votre parcours de professionnel entrepreneur qui montait son entreprise, justement? Alors, dans ma profession, il arrive qu'on imprime des très gros chèques pour les gens, donc dans les ventes, dans l'immobilier. Donc, ou qu'on a des traites bancaires qui sont mis à notre disponibilité puis qu'on doit aller récupérer à la banque. Par exemple, moi, toutes les fois que je dois aller à une banque, à moins que tous les banquiers m'aient vu, tous les caissiers m'aient vu, je dois toujours amener une pièce d'identité. Alors que je demanderais à un coursier, comme dans du beurre. Il rentre, mon assistante, je me suis fait déjà dire, moi, non, on m'a pris mes pièces d'identité, photocopie. Elle n'était pas prête, la traite. Je suis rentrée au bureau, j'ai signalé la situation au manager. Il m'a dit non, c'est la procédure. J'ai envoyé mon assistante, je suis restée de loin, puis j'ai bien vu. Elles ne lui ont pas posé de questions. Elle est partie avec la traite, sans questionnement. Donc, c'est plein de petits moments. Et quand j'en ai, par exemple, parlé aux membres de mon association locale de notaires, ben, ça n'existe pas, ça existe pour moi, en tout cas. Donc, c'est des petits gestes qui vont faire que, ben, au lieu d'aller moi à la banque, ben, je vais envoyer quelqu'un d'autre. Ou, par exemple, quand j'ai été associée pendant un temps, donc pour les financements, j'étais célibataire, comment on appelle ça, monoparentale. Et à toutes les fois qu'on nous montait notre taux ou qu'il y avait quelque chose, le banquier soulignait que c'est à cause de ma situation. Pour que finalement, on change de responsable bancaire et dire « Oh non, mais il n'y a rien, il n'y a pas de problème à ton crédit. » Parce que j'étais comme « Mon Dieu, mon crédit, je ne suis pas à jour dans mes choses. » Ça mettait en doute même ma capacité de faire mes paiements. Donc, devant mon partenaire, j'avais toujours l'air de celui qui avait besoin de l'autre pour pouvoir réussir. Donc, c'est des petits gestes ou des petits commentaires. Donc, je l'ai eu par écrit, je l'ai eu de vive voix. Oh my God, OK. Donc, après, tu reviens chez toi ou au bureau, tu regardes au bureau du crédit pour dire, ben OK, ben je suis à jour dans tout, d'accord. Donc, c'était ce genre de petites choses qui arrivent des fois encore dans ma pratique comme professionnelle. Donc, quand je parle avec mon mentoré, ben, je lui parle, ben, écoute, peut-être t'assurer de te faire connaître par les gens, des banquiers, c'est aller se présenter. Maintenant, c'était une attitude que mon mentor m'avait dit, d'aller me présenter dans la banque que je fais affaire. Présente-toi quand tu arrives, puis c'est un nouveau visage, présente-toi comme telle personne. Donc, ça facilite tranquillement, les gens s'habituent à te voir parce que l'image qu'on a encore de la profession que j'exerce, c'est encore un homme blanc dans la cinquantaine d'années. Donc, disons que je n'ai pas le modèle. Exact, mais je voulais juste qu'on puisse, disons, mettre les points sur les i pour que les gens aient leur juste aussi. Puis quand vous disiez, vous, on vous demande certaines pièces, vous, en tant que femme noire, entrepreneur, et vous envoyez votre assistante, votre adjointe, qui, elle, est une femme caucasienne, blanche, dite de souche, à qui on ne pose aucune question. Alors, même vous êtes la propriétaire de l'entreprise, justement, qui fait affaire avec l'entreprise, et
on va vous profiler en quelque sorte. Et puis, votre mentor vous a disons, mentionné cette idée de comment tempérer la chose d'abord à se présenter. Alors, on aurait pu, disons, crier sur tous les toits ou quoi que ce soit, mais il y a une façon aussi que le mentor peut nous amener, nous aiguiller en quelque sorte. Ben, il y a une façon, disons, professionnelle, puis de pouvoir faire les choses et de continuer à faire, disons, des coups d'échec sur l'échiquier, puis que ça reste quand même un checkmate dans votre sens à vous. Est-ce que, OK, ben, j'ai suivi la nomenclature un peu plus, pas pour dire politically correct, mais celle que, OK, business as usual, parce qu'à la fin de la journée, malheureusement, ben, c'est ce qui prévaut en quelque sorte. Mais je trouve ça intéressant, puis surtout très important de mentionner le fait que vous, en tant que femme noire, ben, ça a été mentionné par écrit, verbalement, dans le ton, dans l'attitude aussi. Alors, tel que mentionné, c'est souvent des choses qui peuvent être sneaky entre les lignes en tant que telles. Et puis, face à ça, il y a un coût à vivre ce genre d'expérience, ce genre de situation. Alors, autant que ce soit du coût matériel, le fait d'envoyer votre adjointe, bien, on perd du temps de productivité à l'entreprise. Alors, le temps, on sait que c'est de l'argent aussi dans le monde capitaliste dans lequel on vit. Et puis, il y a une charge émotive aussi qui rentre à ça. Où est-ce que moi, je me sens dénigré, je me sens humilié d'être là devant mes partenaires, comme vous avez mentionné, d'être vu comme étant celle qui cause un peu le goulot d'étranglement, en quelque sorte. Quel rôle, en dehors du fait que le mentor vous a aidé à tempérer, je serais curieuse de savoir, vous avez mentionné brièvement, étant mentor maintenant, vous en parlez avec votre mentoré. Alors, c'est quoi que vous pouvez mettre de l'avant pour que votre mentoré compose avec des situations comme celle que vous venez de nous nommer en tant que telle? Ben, on en a parlé. On a parlé de certaines difficultés, de la présentation. Il y avait quelqu'un, mon mentor, mais aussi mon premier patron m'avait dit, plus on est jeune, plus on a besoin de travailler l'emballage. Avec le temps, on a moins besoin parce que les gens nous reconnaissent. Donc, si on sait que c'est une place qu'on veut bien, je dis pas que c'est juste le physique, il faut s'habiller d'une façon particulière, mais être soigné et d'arriver à l'heure. C'est comme d'arriver à l'heure, d'être à l'avance. Donc, d'essayer de défaire toutes les choses que les gens vont avoir comme préjugés accumulés face à la communauté. Donc, si on dit que, la communauté afro, on est toujours 15 minutes en retard, ben non, je suis 15 minutes à l'avance. C'est assis. Donc, défaire comme ça, la personne, ben, si tu as rempli toute la checklist de tout ce qu'il disait de négatif potentiel, ben là, maintenant, il doit te voir comme un vis-à-vis égal à lui parce que là, il ne reste plus rien parce que sinon, il va falloir qu'il avoue lui-même qu'il te discrimine ou il te traite différemment à cause de ta couleur ou du fait que tu es une femme. Donc, souvent, c'est vraiment des stratégies pour, pas montrer, mais pour montrer notre sérieux. Donc, être sérieux. C'est quoi qu'on s'attend? Donc, ça se dit. Moi, je trouve qu'on ne l'a pas assez dit. Puis, même avec la clientèle, j'ai établi très tôt. Si le rendez-vous est à 3 heures, puis que tu n'es pas là à 3 heures, tu arrives à 3h30, puis que le rendez-vous de 4 heures est là, ben ça se peut que je vais le passer. Donc, c'est d'inculquer que le temps ou les façons de faire. Donc, on travaille sur parler des façons de faire ou les attentes au Canada ou au Québec par rapport à faire des affaires. Donc, si au Québec, les gens arrivent 15 minutes à l'avance, ils arrivent préparés, ils arrivent d'une certaine façon, ben, on doit, nous aussi, démontrer la même chose pour être sûr qu'on puisse écarter toutes les ambiguïtés. Exact. Et puis, comment est-ce qu'on arrive à pallier, juste brièvement, comment est-ce qu'on arrive à pallier avec le fait que notre mentor n'est pas nécessairement appelé à vivre notre réalité? Comment est-ce que ce mentor-là peut être d'une aide quelconque ou est-ce que c'est important d'avoir un mentor un peu plus collé à notre réalité en tant que personne de genre, d'ethnicité ou peu importe? Ben, mon mentor était justement un homme caucasien. Avec quand même une belle sensibilité. Puis je trouvais que comment il palliait, il essayait toujours de m'a inculqué ma valeur, puis j'aime le dire même aux clients quand ils s'assoient devant moi. Notre compétence est recherchée. Ce qu'on a à amener est recherché. En ce moment, le Canada a besoin de la part de tous les gens, tous ces groupes qui sont là. Donc, au lieu de voir qu'on est une petite chose qu'on quémande, mais d'arriver fièrement sur qu'est-ce qu'on a à offrir. Donc, je me base sur le fait que, on a 3900 notaires, ben, je suis un des 3900. Fait que je suis recherchée. Je suis
0,048% de la population. Yo. Donc, c'est important de voir ça. Et puis, pour les jeunes, donc, des fois, j'ai des jeunes qui achètent ou des jeunes qui sont en affaires. Je leur dis, ben, vous êtes recherchés. Vous êtes une classe à part et venez fiers comme ça. Donc, mon mentor m'avait inculqué ça, puis j'aime ça en parler aux gens. Donc, c'est pas, les gens se méfient de ce qu'ils connaissent pas, mais ils viennent pour votre compétence, pas pour qui vous êtes ou qui, d'abord, c'est votre compétence. Après ça, ben, ça va aller, le reste va suivre. Donc, vraiment, j'ai pris une attitude dans laquelle que j'étais recherchée versus une attitude que je suis attaquée. Oui. C'est intéressant ce que vous venez de dire, Véronique, sur plusieurs points, mais je m'attarde sur un. C'est l'idée que votre mentor, votre premier mentor, celui dont la relation a duré jusqu'à son décès, il était un homme caucasien, donc un petit peu à l'inverse de vous sur 2 critères. Vous avez dit qu'il y avait une certaine bienveillance ou sensibilité, je pense que vous avez dit. Puis c'est intéressant parce que la question de jumelage en mentorat inclusif est une source de débat. Il y a eu beaucoup d'études sur ce sujet. Et puis là où les études semblent s'être arrêtées, c'est que plus important qu'un matching direct sur des critères d'identité est la sensibilité de la part de la mentor, de bien vouloir sinon entièrement comprendre, mais du moins respecter que la personne mentorée qui est en situation minoritaire ait des expériences particulières, peut affronter des obstacles particuliers. Il va peut-être jamais les comprendre tout à fait parce qu'il ne les vit pas, mais les respecter et reconnaître qu'ils sont là. C'est cette sensibilité-là qui semble être l'ingrédient qui rend la relation qui donne du succès à la relation. Vous avez mentionné travailler l'emballage, vous avez mentionné clarifier les attentes. J'aimerais maintenant donner la parole à Valère Fotsokwem. Donc, Monsieur Fotsokwem, vous êtes mentoré depuis 2009 par un leader de votre communauté, Schneider Agostin, Buki. Vous êtes jeune. Est-ce que M. Buki vous a aidé à travailler votre emballage, vous a aidé à clarifier les attentes ou vous a aidé avec d'autres obstacles? Parlez-nous-en. Ben, c'est comme je l'avais dit, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. OK. Donc, c'est comme je l'avais dit quand on avait fait la petite rencontre avec juste nous 3. Donc, Buki, lui, il a vraiment été important dans ma vie en termes de... Il m'a aidé à gérer certaines situations, comme au début, je suis arrivé ici en 2008 du Cameroun. Donc, après ça, je suis allé dans un camp de jour où je n'étais pas vraiment accepté parce que, admettons, la tradition africaine, on arrive, des fois, on arrive avec nos vêtements, des fois, ça sent la nourriture, des fois, les gens, ils te sentent, ils disent, oh, tu sens les épices, des affaires comme ça. Donc, quand moi, je suis arrivé, j'avais un peu de difficulté à m'inclure. J'étais un peu introverti, donc je ne voulais pas parler à trop de personnes. Donc là, j'allais à l'école. Après ça, j'avais des petits problèmes. Et là, quand j'ai commencé en 2009, c'est en 2009, je suis allé au camp de jour. Et Buki, lui, vraiment, lui, c'était déjà quelqu'un qui était exposé à tout ça et qui m'a aidé un peu à, genre, accepter le fait que je suis différent et sortir un peu de ma bulle et être plus confortable avec le fait que, oui, genre, il m'a aidé à être plus fier de mon identité et être plus fier d'où je viens, puis à gérer un peu ces situations différemment là. Donc, si les gens peuvent passer des commentaires, ben, j'allais juste rire avec eux. Ou bien, admettons, s'ils passaient des commentaires, j'allais dire, ouais, mais sauf que, genre, j'expliquais, puis après, les gens, ils comprenaient plus. On était jeunes. Donc, c'est sûr que les enfants, ils sont beaucoup plus honnêtes que les personnes adultes parce qu'il n'y a pas de filtre. Donc là, ils vont directement dire, OK, mais, je suis comme, j'explique, mais c'est la nourriture. Là, il dit, OK, donc c'est pas grave. Donc, cet emballage-là, en termes de que, et plus tard aussi dans ma vie, c'est plus par rapport à la mentalité. Donc, comme j'avais dit, savoir pour pouvoir, donc éduquer les personnes par rapport à la réalité des autres et aussi éduquer les personnes en termes de, comme Madame Manu l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne savent pas, par exemple, qu'est-ce qui se passe, admettons, par exemple, par rapport aux micro-agressions, il y a des personnes qui ne sont pas exposées à l'idée de ça. Et quand les gens passent des commentaires ou essaient d'être subtils, on ne va pas remarquer ça. Donc, il faut exposer les gens à cette réalité-là, puis à ces faits-là. Et donc, il faut aussi savoir qu'il y a des ressources aussi pour les personnes qui, justement, gèrent ce genre de situation ou qui ont besoin d'être plus, justement, de développer leur emballage, des affaires comme ça. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment ça que j'ai appris le plus avec Buki, c'est juste être plus aware, donc plus conscient de tout ce qui se passe autour de moi.
Et puis vous l'avez cru, Boki. Vous avez mis votre confiance en Boki. Ouais. Et je me demande, j'aimerais ça savoir, quelle qualité, quelle approche, pourquoi vous l'avez fait confiance? Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'un des aspects, les meilleurs aspects pour un mentor, c'est la sensibilité, l'empathie qu'il est capable, le fait qu'il est capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et comprendre la réalité de l'autre. Mais en même temps, lui, il y avait ça, plus le fait que quand je le regardais, je voyais une autre personne qui me ressemble, c'est un homme noir, un homme qui a une carrure. Donc lui, c'est comme une figure parentale, en quelque sorte, surtout dans la période où comme il y avait des difficultés chez moi avec les parents. Donc lui, il était vraiment un pilier dans ma vie en termes de que c'était comme un deuxième père. Et donc, à chaque fois que j'avais une question, j'allais lui poser des questions. Puis, c'est vraiment ça qui a fait en sorte que il a été comme une des premières sources à laquelle j'allais me tourner quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est sûr. Maintenant, je suis un adulte, donc je me gère un peu mieux. Mais donc, c'est lui aussi, j'ai fait mon premier emploi, c'était avec lui. Et beaucoup de choses que j'ai découvert. Mon premier spectacle de danse, c'était avec lui. Tout ce que j'ai expérimenté vraiment. Ouais. C'est ça. Et vous nous avez dit, Valère, que c'était quelqu'un qui croyait en vous. Exact, exact. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu? Donc, tous les projets que j'ai entamés, même récemment, donc au début, moi, j'étais quelqu'un qui, comme je l'ai dit, j'étais introverti, mais à un moment donné, comme on faisait des activités, et lui, il voyait que, admettons des activités de danse où on mettait de la musique, là, les gens dansaient, là, après, il me dit, oh, mais comme, tu danses bien. Et lui, le fait, tous ces mots d'encouragement, ça a fait en sorte que, OK, la prochaine étape, c'était danser devant tout le monde. La prochaine étape, c'était organiser un petit spectacle. Et à chaque fois, lui, il était derrière moi pour me dire, comme, pour me pousser. Il me dit, OK, continue, continue, continue. Peu importe ce que les parce qu'avant, j'étais un peu plus gros. Donc, moi, j'avais peur de danser un peu parce que j'avais peur que les gens me jugent un peu. Mais lui, il était toujours derrière moi à me dire, OK, t'occupe pas de ce que les gens disent, t'occupe pas de ce que les gens pensent. Toi, tu arrives juste, tu fais un show et les gens, ils vont aimer ça. Et donc là, j'ai continué comme ça. Et après ça, j'ai commencé aussi à m'entraîner parce que c'est lui aussi qui m'a poussé à me mettre dans le sport. Et surtout, même les études, si, admettons, j'étais en train de faire n'importe quoi parce qu'il y a ce qu'on appelle le répit aussi à Côte-des-Neiges. Et des gens qui vont là-bas pour avoir des tuteurs, des affaires comme ça. Donc ça aussi m'a poussé à faire. Ensuite, même maintenant, je suis en train de vouloir développer, pas une compagnie, mais euh, j'essaie d'entrer dans l'événementiel, organiser des événements avec deux de mes amis. Puis lui aussi, il m'a poussé dans ça. Donc lui, il partage toutes mes informations, il partage toutes ces affaires-là. Donc il est toujours derrière moi, en fait. Oui, il est toujours derrière et il a une idée de votre potentiel. Ouais, Il a exact, dans sa exact. tête une idée de... Hein? Oui, c'est intéressant. Joël. Exact. Parce que c'est souvent ça aussi dans cette idée-là où est-ce que le mentor ou la mentor est quelqu'un qui est apte à voir quelque chose que nous, peut-être, on ne voit pas, ou quelque chose qu'on refuse de voir en tant que tel, mais qui nous pousse. Mais surtout aussi, un point très important mentionné par Valère, c'est le fait que Bouki, justement, M. Schneider, était un exemple. Lui-même émanait cet exemple-là. Ce n'est pas juste quelqu'un fait ce que je te dis, mais moi-même, je ne suis pas en train de faire ce que je prêche, ce que je prône. Alors, il y avait ce côté-là. Alors, pour lui, les conseils qu'il vous donnait, c'était un lifestyle aussi. Alors, lui, il s'entraîne. Alors, ça vous a encouragé à prendre disons, les rênes de votre physicalité en tant que tel. Alors, je trouve que c'est très important le rapport que le mentor amène un certain regard, une certaine réalité, et puis nous permet de voir qu'on peut se projeter aussi. Alors, dans cette idée-là, vous vous êtes vu dans lui, vu que moi, plus tard, je pourrais être comme cette personne-là, je pourrais être positif comme cette personne-là, et puis surtout de se faire booster par le fait d'avoir, à défaut d'avoir dans notre cercle un peu plus intime, un peu plus rapproché, les encouragements qui nous propulsent, mais d'avoir quelqu'un comme un mentor, une mentor, une Boki de ce monde qui nous met, comme on pourrait dire en anglais, batteries in your back, qui te met les piles dans le dos pour que tu puisses être le lapin energizer et continuer disons, à gravir les échelons de la vie. Alors, merci beaucoup, Valère. Mona Lisa, j'aimerais m'adresser encore une fois à toi. L'année dernière, on avait discuté du microfinancement. Ben, je m'adresse à Mona Lisa et à Mano Malou. Alors, Mano, vous nous aviez laissé savoir que le microfinancement, selon vous, était quelque chose que vous viviez comme une forme de microagression, une forme de discrimination carrément. Plus précisément, quand vous mentionnez que les macroagression. Macroagression, pardon. Alors, vous mentionnez que les entrepreneurs que vous chapeautez, que à peu près 2% sont des femmes et
98% des demandes venaient des hommes, et puis que les femmes avaient cette habitude d'y aller un peu plus en petites joueuses et de demander des sommes comparativement minimes pour des dossiers très étoffés, des dossiers qui ont comme on pourrait dire en bon espagnol, des dossiers qui ont de la gueule, en quelque sorte, à l'inverse des hommes qui pourraient arriver avec un one-pager un peu moins préparé, mais qui demandent la Lune et la planète Mars même à quelques reprises. Et puis aujourd'hui, un an plus tard, quelles sont vos observations aujourd'hui? Est-ce que le phénomène est semblable aussi, Mona Lisa, chez Futurpreneur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit ou est-ce que depuis le 1 an, avec votre nouveau regard, Madame Malou, sur les microagressions, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu qui se résorbe? Les femmes prennent un peu plus les devants puis d'avoir à demander leur juste valeur en termes de financement? Mais comme je dis, depuis l'année passée, ce que j'ai fait, c'est j'ai donné des ateliers à des organismes donc pour le financement pour les Noirs entrepreneurs. Et dedans, il y a des hommes et des femmes. Puis je me suis rendu compte, OK, il y a ce principe pour les hommes, pour les femmes, mais il est encore plus là pour les Noirs. Là, les Noirs, c'était vraiment encore en dessous. Là. Hein, non seulement les femmes demandent moins, mais les Noirs demandent encore moins que les femmes blanches, on va dire. Donc, durant mon atelier, je l'ai répété plusieurs fois. Puis c'est une affaire de culture. Là, je me suis rendu compte que pour les Noirs, c'est une affaire de culture. On ne vit pas dans une culture de financement, donc on n'est pas habitué à demander du financement. Et je dis le terme demander, ce n'est pas demander, parce qu'on est habitué aussi à une culture de subvention. Quand on demande un prêt, il faut le rembourser. Donc, il y a quand même toute cette déconstruction qu'il fallait faire avec eux au niveau, en tout cas, de la connaissance. Donc, de un. Puis, entre parenthèses, je voulais aussi revenir sur la relation mentor-mentoré, parce que moi aussi, depuis l'année passée, j'ai été mentor, mais pour une femme blanche. Et jamais au cours de la relation, il y a eu une question de noir-blanche, là. Donc, ça n'a pas d'importance. Puis, comme Jennifer l'a dit, ce qui est important, c'est vraiment la sensibilité. On s'est vraiment retrouvés parce qu'on avait les mêmes valeurs, on a vécu à peu près les mêmes expériences. Puis, jamais ça m'a sauté à l'esprit qu'elle était blanche jusqu'à aujourd'hui. En parlant avec vous, pour moi, c'était mon mentoré d'Acide, puis elle, pour moi, c'était la mentor. Donc, ça n'a pas d'importance, la couleur, là, dans la relation de mentorat. On peut très bien avoir un blanc ou bien un noir et mentorer quelqu'un d'autre. Là, ce qui est important, comme Jennifer l'a dit, c'est la sensibilité, c'est le fait qu'on soit à niveau puis qu'on partage les mêmes valeurs. Donc, je m'égare de la question, Joël, mais... Non, mais c'est dans cette idée-là, vous mentionnez que dans les ateliers, vous mentionnez de prendre ce courage-là, d'avoir à demander leur juste valeur aux femmes entrepreneurs noirs. Est-ce que ça a mordu à l'hameçon dans cette idée-là, ou est-ce que là, vous voyez sortir de l'eau davantage de demandes dignes de ce nom? Mais vous dites courage, c'est comme je dis, c'est pas vraiment un courage, c'est vraiment une affaire de déconstruction du cerveau. Idem pour la femme qui est plus portée comme pour l'économie, qui est plus portée sur l'épargne, c'est comme une déconstruction. Si à elle allait demander plus, puis ça prend du temps. Puis oui, maintenant on voit des gens qui osent demander plus, mais c'est vraiment comme c'est un travail que les femmes et les Noirs doivent faire pour, un, connaître d'abord, s'informer, savoir qu'il y a du financement, puis deux, savoir qu'on peut demander plus. Donc, c'est vraiment comme une sorte d'information. Il n'y avait pas un faire de courage, c'est juste qu'ils n'étaient pas informés, de par la culture, de par l'origine. Exact, absolument. Merci beaucoup pour la précision. Et Mona Lisa, est-ce que vous observez un phénomène semblable chez Futurpreneur en termes de la gente féminine qui va arriver avec des projets pour demander des sommes moindres alors que le dossier est très étoffé à l'inverse des dossiers proposés par les hommes? Je dirais peut-être oui et non. Je vais parler de manière plus large chez Futurpreneur. C'est certain que ça suit la tendance qu'on observe dans le marché de l'entrepreneuriat. On va avoir des femmes qui vont avoir des dossiers très étoffés, qui vont demander, qui vont avoir tendance à être plus craintives, si on veut. Hein, et demander moins que d'autres, mais je pense que c'est très lié aux tendances qu'on voit, autant dans le monde de l'entrepreneuriat qu'on peut parler sur le marché du travail. On en parle depuis longtemps. Les femmes vont avoir tendance à vouloir cocher toutes les cases d'une offre d'emploi versus parfois les hommes vont être plus portés à ne pas avoir peur de postuler, même s'ils ne cochent que 2 cases, par exemple. Hein. Donc, il n'y a rien de nouveau ici où ça suit la tendance qu'on observe chez Futurpreneur à ce niveau-là. Par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le cadre du
programme de démarrage pour entrepreneurs noirs spécifiquement. On a quand même 49, toujours entre 49 et 51% des entrepreneurs financiers sont des femmes. Ça, c'était une belle victoire parce que oui, bon, quand on regarde toutes les femmes, tous horizons confondus, on a tendance à demander un peu moins. Reste que dans les communautés noires, l'entrepreneuriat est très, très, très présent auprès des femmes. Et ce qu'on observait beaucoup, ce que les études démontrent, c'est que souvent, ces femmes sont nombreuses à se lancer en affaires, mais on va avoir souvent tendance à faire ce qu'on appelle du bootstrapping en anglais, ou utiliser leurs finances personnelles et avoir peur justement d'aller chercher du crédit, comme Manon le mentionnait, par manque d'information. C'est très culturel, là, je suis très d'accord là-dessus, on le voit, mais on a quand même vu une belle évolution. Déjà, la première année, c'était 49% des entrepreneurs financiers, puis là, je pense qu'on est entre 49 et 51 qui étaient des femmes. Donc, on voit ici que les choses changent, les tendances changent et évoluent aussi. Et bon, notre programme a été créé pour répondre à l'enjeu spécifique que les personnes issues des communautés noires ont tendance à avoir moins accès à des ressources, accès à des réseaux, accès à du financement. Et les études démontraient qu'il y en avait plein, je pense que c'était 76% qui disaient que s'ils avaient à aller chercher 10 000 $ demain pour leur entreprise, ils ne sauraient pas vers où se tourner. Donc, nous, c'est un peu pour répondre à tout ça que le programme a été créé et c'est très satisfaisant de voir l'impact qu'on a sur le terrain. Cela dit, on observe quand même que ce besoin, si on veut, d'éducation, autant à pas avoir trop peur du risque, parce que c'est ça qu'on observe beaucoup aussi. Les gens vont venir vers nous et demander est-ce que c'est une subvention? Et quand on dit que c'est un prêt, tout de suite, on sent la personne se freiner, se braquer. Et là, on doit expliquer. C'est sûr et certain que ce n'est pas tout le monde qui peut s'endetter, pas tout le monde qui doit s'endetter, mais il faut voir la dette parfois comme un levier. Et c'est là, ici, où on a un travail d'éducation. On termine notre deuxième année, on veut offrir beaucoup plus de soutien et de ressources qu'on le fait déjà pour aider à un peu déconstruire ces idées-là et créer encore plus d'entreprises qui vont croître là, dans les années à venir. Oui, et puis je vous remercie de terminer sur cette idée de croissance parce que je pense que ça rejoint le point de Mano fait tantôt. Le microfinancement ou la réduction du financement n'est pas une microagression, c'est une macroagression. Parce que ça limite, en limitant le potentiel d'une entreprise, ben, tu vois, on limite non seulement ce que vit la personne, mais ça a des impacts sur ses enfants, sur leur éducation, sur leur propre... On est dans ce système, comme l'a dit Joël tantôt, un système capitaliste où les opportunités ne sont pas égales. Et puis, la qualité de l'éducation, l'accès aux ressources, tout ça, ça va déterminer le succès de générations qui ne sont pas encore nées. Donc, oui, le fait de donner moins d'argent à quelqu'un à cause d'un critère identitaire qu'à un autre est en fait une macroagression. Hein? On aimerait beaucoup discuter davantage de vos expériences, mais là, on veut faire une mise en situation et le temps se fait court. Donc, on va sauter tout de suite aux mises en situation. Et je pense que ça va peut-être amuser aussi l'auditoire. Donc, on invite l'auditoire à déjà poser leurs idées dans le chat. Mais maintenant, nous avons 4 personnes à l'écran que je vais challenger en vous donnant une mise en situation suivante. Donc, imaginez-vous que vous êtes le mentor et que vous avez une mentorée qui vient vers vous dans la situation suivante. Donc, votre mentorée, c'est une femme, elle fait régulièrement des pitchs auprès des clients potentiels de son entreprise pour des services dont elle est experte. Okay? L'entreprise prépare actuellement un pitch auprès d'un nouveau client qui occupe une place importante dans l'industrie et dont les principaux besoins sont pour l'expertise dont votre mentorée est spécialiste. Okay? Mais au lieu de demander à votre mentorée de préparer le pitch, l'entreprise lui demande de recommander un collègue. L'entreprise lui dit que le client emploie principalement des hommes et que le client serait sans doute plus en confiance avec des services proposés par un homme que les services proposés par une femme. Okay? Donc, comment est-ce que vous réagissez envers votre employé qui vient vers vous avec cette circonstance? Est-ce qu'on peut commencer avec Véronique? Oh, pourquoi moi? Bon, on peut revenir vers toi, Véronique. Non. Ben, en fait, c'est sûr que c'est toujours malaisant pour l'avoir vécu de gens qui, par exemple, préféraient carrément. J'ai des clients qui m'ont déjà appelé, gars, écoute, la personne de qui j'achète et clairement voudrait pas travailler avec toi, blablabla.
Parfois, j'ai forcé le tir et j'ai tout fait la démarche toute seule et je me suis présentée. C'est sûr que moi, je préfère faire prévaloir la compétence plutôt que l'aspect physique. Donc, et pendant un bout de temps, je mettais pas ma photo sur mon site web en me disant que ça allait faire repousser les clients. Jusqu'au jour que, dans le fond, je me suis dit, écoute, je vais me montrer. Puis ça a attiré d'autres clients. Donc, je me dis que j'aime bien faire prévaloir la compétence. Donc, j'utilise beaucoup prendre le temps de parler, d'écouter. Donc, on m'a dit, c'est d'abord, tu écoutes la personne sans lui donner raison, mais d'être dans son écoute et d'accepter ce qu'il te chemine. Et après, c'est de l'amener à voir les avantages de faire affaire directement avec la personne qui sait de quoi il parle. Donc, c'est vraiment sans acquiescer et dire, oh, t'as raison, il faut que tu fasses affaire avec un homme, mais OK, je comprends d'où ça vient, blablabla. Parce que les gens, quand tu les questionnes, ils vont très vite dire c'est quoi la source de leur méfiance. Donc, ils n'ont pas, être en écoute, ça va permettre d'amener la personne à voir les bienfaits. Donc, c'est spécial de dire, mais c'est vraiment d'abord d'aller vers l'écoute de la personne qui arrive avec son doute. Intéressant, très, très intéressant. Valère, si on transposait cette mise en situation dans une situation académique, une autre situation que vous pourriez vivre, qu'est-ce que vous diriez à votre mentoré ou qu'est-ce que Bookie vous diriez à vous? Moi, dans la situation où je suis expert par rapport à quelque chose, puis on me met de côté pour mettre quelqu'un d'autre, genre? Oui. Exact. Mais je pense que la meilleure façon de gérer cette situation-là, c'est comme Madame Véronique l'a dit, tu peux pas acquiescer, tu peux pas juste accepter ce que la personne dit, mais tu discutes avec la personne pour essayer de faire valoir, mais pas faire valoir, mais discuter avec la personne en termes de que, OK, oui, je comprends la décision, mais montrer comment est-ce que peut-être en ayant une personne qui est vraiment experte par rapport à un sujet, il y aura toujours un meilleur bénéfice, un plus gros bénéfice à avoir cette personne-là que juste quelqu'un, juste à cause de son aspect physique ou n'importe quoi. Là, juste parce que des fois, c'est la face qui dit quelque chose qui va changer quelque chose. C'est comme les chanteurs, des fois, il y a comment ça on dit ghostwriters, alors qu'ils mettent une autre face devant pour chanter, mais alors que le vrai talent, il est sur la personne qui est pas nécessairement celle que les gens veulent voir. Mais, donc, je pense que c'est ça que exact. C'est ça, je pense que c'est comme ça que j'attaquerai un peu cette situation-là. Donc, Madame Véronique a tout dit. Je peux pas dire plus, je peux pas dire mieux. C'est excellent. Je pense qu'on a le temps d'écouter Mona Lisa et après, on va devoir fermer pour aujourd'hui. Mona Lisa. Oui, en fait, je voulais juste ajouter un point. Je pense que c'est important quand on est au sein d'une organisation de développer son sens politique. Et pour moi, ça, c'est... puis j'entends ce que Véronique et Valère ont dit, mais à ça, j'ajoute, il faut prendre conscience de qui sont nos alliés et qui pourraient avoir tendance à avoir des idées préconçues ou des choses à notre égard ou par rapport à d'autres. Et il faut prendre note de ça et savoir comment naviguer dans l'organisation par la suite. C'est peut-être la première, mais probablement pas la dernière fois que mon mentoré potentiel hypothétique rencontrerait ce genre de situation-là. Et il faut savoir comment naviguer. Fait que moi, c'est élément important à mentionner ici, là, qu'il faut aussi être en mesure de trouver des alliés au sein d'une entreprise. Et là, on sait tout de suite que cette personne-là n'en serait pas une. Et à ça, j'ajoute aussi, faut voir à ce moment-là, est-ce que l'entreprise est alignée avec nos propres valeurs. Ce serait facile à dire. Ici, je ne dis pas qu'il faut quitter tout de suite, mais c'est un flag. Il faut prendre conscience. Il ne faut jamais se limiter soi-même, mais prendre conscience de son entourage pour savoir comment cheminer. Excellente stratégie. Merci. Alors, c'est déjà ce qui va conclure notre webinaire très, très, très enrichissant. Alors, on avait moult autres questions pour poser à nos panélistes. Alors, si vous avez apprécié l'aventure, écrivez-nous commentaires, suggestions, plaintes, et ça nous fera plaisir puisqu'on est déjà à ébaucher une prochaine aventure d'exploration pour l'automne prochain. Alors, si jamais c'est un sujet que vous voudriez qu'on explore un peu plus en mode balado, faites-nous en part. Ça nous fera plaisir d'avoir votre pouls. Alors,
Excusez-moi. Alors, merci encore d'avoir été des nôtres pour ce webinaire en cette célébration du mois du mentorat. On vous invite mardi 24 à mettre à l'agenda un autre webinaire, Voyage au cœur des valeurs de l'expérience des travailleuses et des travailleurs expérimentés. Alors, un sondage vous apparaît à l'écran. On vous remercie d'avance d'y répondre pour pouvoir aider et bonifier nos aventures en termes de webinaire. Alors, on vous invite aussi à vous inscrire au forum qui se tiendra en présentiel pour le grand retour, tous humainement parlant. Alors, le 25 janvier, on vous invite à suivre la page autant Facebook ou la page directe de mentoratquebec.org. Devenez membre pour avoir accès à la panoplie d'activités en lien et surtout à du beau contenu pour cette pratique qu'est le mentorat inclusif. Alors, le webinaire, encore une fois, sera disponible sous une série de balados dans la section membres. Alors, devenez membre, accourez et puis surtout, partagez autour de vous. Et encore une fois, merci de faire vivre les valeurs mentorales. Et puis, j'aimerais encore une fois remercier nos panélistes. Alors, nous avons eu M. Valère Fotokwam, étudiant en sciences informatiques de l'Université Concordia, très impliqué auprès des jeunes dans le quartier Côte-des-Neiges. Merci d'avoir été des nôtres. Mme Mano Malou, qui est directrice principale du crédit commercial à la banque TD. Merci encore une fois de vous être prêté 2 fois plutôt qu'une. Encore une fois, merci aussi à Mona Lisa Prosper, directrice du programme BESP, programme de futurpreneurs dédié aux entrepreneurs de la communauté noire. Et puis, Mme Véronique Semextan, notaire et médiatrice en conciliation familiale. Alors, merci à toutes et tous d'avoir été des nôtres en espérant que vous allez passer un très bel après-midi. Encore une fois, bonne année. Et puis, c'était tous les deux, le tandem de feu, vos co-animateurs, Jennifer Petrella, experte en mentorat, ainsi que moi-même, Joël Nawesh-Caritage, formateur en inclusion et diversité, et puis artiste multidisciplinaire. Au plaisir, et puis soyez des nôtres pour la suite des célébrations du mois du mentorat.